Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous ou bonjour selon l'heure à laquelle vous écoutez pour ce 75e épisode de Tsi, un épisode consacré au combiné nordique. On vient de vivre le week-end inaugural du saut à ski à Lillehammer et on retrouvera Will dès demain pour débriefer ce week-end de saut. Mais là, on va se projeter vers le week-end prochain et la reprise de la Coupe du Monde de combiné nordique masculine à Ruka. Et donc, on a plein de choses à vous dire. Alors, c'est un épisode que j'ai préparé avec Yann. Si vous êtes sur Twitter, c'est le compte @Außenseiter. C'est un polonais, donc il écrit tout en polonais. Par contre, avec le petit outil de traduction automatique, on peut regarder facilement la traduction en français. Et en fait, c'est une source d'information inépuisable. Il regarde tous les médias de tous les pays sur le combiné nordique. Et je l'ai sollicité pour qu'il m'explique un peu l'état des lieux des différentes équipes avant le début de la saison. Donc voilà, on n'entend pas sa voix. Il ne parle pas français, mais par contre, il a vraiment fortement participé à la conception de cet épisode. Donc, comme d'accoutumé, on va d'abord parcourir le calendrier de la saison. Ah, donc, chez les hommes, c'est le début de la Coupe du Monde ce vendredi 29 novembre, le Grand Classique à Ruka. Et donc, un petit tour avec trois épreuves et donc les trois formats du combiné nordique pour commencer la saison. Un individuel compact le vendredi, un classique Gundersen le samedi et la Mastart du dimanche, c'est la Mastart qui nous avait offert le premier podium en Coupe du Monde de Matteo Bo il y a 2 saisons. Donc c'est des excellents souvenirs. Le week-end suivant, le 7 et le 8, le combiné nordique masculin sera à Lillehammer. Donc le samedi avec Gundersen sur le petit tremplin et le dimanche un compact sur le grand tremplin. Le week-end, après une pause, le week-end du 21 et 22 décembre, donc le dernier week-end de compétition de décembre, comme d'habitude, Ramsau. Alors là, le 96 mètres, une mass start et un Gundersen. On va avoir une grosse pause comme d'habitude et comme malheureusement en combiné nordique. Quasiment un mois de pause pour retrouver la Coupe du Monde à Schonard le 18 et le 19 janvier, en espérant de la neige plus que les saisons précédentes avec de nouveau un Gundersen et un compact. Fin fin décembre, fin janvier, début février, on a un gros enchaînement là, avec 2 week-ends coup sur coup à Seefeld, le triple. Où on retrouvera les trois formats comme à Haruka, mais d'abord Mastart, ensuite compact et un Gundersen le dernier jour, le dimanche. Puis un autre week-end de 3 jours à Otepää, devient un peu une nouvelle classique du calendrier avec de nouveau les trois formats, mais cette fois-ci trois épreuves prises individuellement, alors que sur le triple, il y aura un classement général. Fin février, début mars, les championnats du monde à Trondheim. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis la dernière période avec 2 week-ends au mois de mars, avec Oslo, un Gundersen, un compact, et le week-end final à Lahti avec deux Gundersen, alors que d'habitude il y avait un team sprint. On avait pu voir un podium il y a 2 saisons de Lolo et Matteo. Là, ça sera deux individuels. Gundersen, donc calendrier, on va dire très classique de la Coupe du Monde de combiné. Et voilà, il y a des trous à droite, à gauche. On peut déplorer ça, mais c'est pas non plus une surprise maintenant. Voilà, on a quand même les grandes classiques du calendrier qui sont toutes là. À part une, c'est Chaux-Neuve. Mais ça fait depuis 2019 qu'il n'y a pas eu la Coupe du Monde. Et puis, depuis la tentative de 2023, ils sont plus engagés dans la démarche d'avoir la Coupe du Monde en hiver, dans un futur proche, sachant que Chaux-Neuve accueillera des épreuves cet hiver de FESA Cup, donc les juniors, avec des épreuves de saut et de combiné.
le week-end du 10, 11, 12 janvier. Donc vous pouvez noter la date sur le calendrier. Il y aura quand même une belle fête du Nordique à Chauneuf ce week-end. Là, donc, du 10, 11, 12 janvier. Peut passer maintenant aux forces en présence. Et les forces en présence, on va prendre en fonction des nations, du classement des nations de l'année dernière. Et même si c'était Riber qui avait surdominé la saison, la nation numéro un au cumul des forces, c'était l'Autriche. Une Autriche ouais, qui était très très impressionnante au tremplin notamment. Et elle était emmenée par un duo, hein, on va dire, de niveau à peu près comparable la saison dernière. C'était Johannes Lamparter et Stefan Rettenegger. Donc c'était d'ailleurs Rettenegger qui avait fini de justesse devant Lamparter, qui avait été absent à un moment au milieu de la saison. Je sais plus si c'est sur maladie ou sur blessure, mais voilà, en tout cas les deux avaient réussi une très belle performance, une très belle saison. Lamparter, c'était un peu, depuis quelques saisons, le seul qui peut embêter l'ogre Reaper quand il est au top de sa forme. Il a des petits soucis cet été aussi, après avoir bien commencé l'entraînement. Il pense avoir été un peu trop souvent au-delà du HS, c'est dire, hein. Et ça a mis un peu trop de tension dans son genou, donc il a dû prendre pas mal de repos. Il a quand même repris l'entraînement là avant la saison, mais de l'aveu de son coach, il n'est pas à son meilleur niveau. Donc on verra ce que ça peut donner au début de la saison à Ruka sur un tremplin pas facile. Et donc l'autre larron, là, Stéphane Rettenegger, c'est le champion d'Autriche de cet automne. Il avait fait une saison ébouriffante l'année dernière, il lui manquait que la victoire, mais il avait fait un nombre de podiums assez spectaculaire. Il a progressé encore en ski de fond. C'était ça, hein. C'était surtout un très bon sauteur et maintenant il est les deux, il fait partie de maintenant de cette gamme des combinés complets et on sait combien c'est important. Dans l'équipe d'Autriche, on peut encore citer Thomas Rettenegger, donc, qui a fini 9e de la Coupe du Monde l'année dernière. Donc lui, c'est quand même un profil très très sauteur. Mais bon, voilà, il tente de limiter la casse et puis bah, pour finir 9e de la saison, il limite quand même plutôt bien la casse en ski de fond. Mais voilà, il est encore trop limité pour jouer la victoire. Et on peut citer un quatrième larron, c'est Franz Joseph Röhrl, un peu le même profil, hein. Voilà, il y a les Martin Fritz, les Lucas Kreiderer, il y a du monde, hein, il y a du monde. Ils ont 6 quotas, plus un quota junior, en la personne de Paul Walcher. Donc on va voir de la combinaison. L'année dernière, ils étaient en blanc, on va voir de la combinaison autrichienne cet été, cette saison hivernale. La deuxième nation au classement des nations, c'était la Norvège. Donc la Norvège de Rieber, le champion ultime du combiné nordique. Je pense que si vous nous écoutez tous les week-ends, vous voyez l'admiration qu'on lui voue et en même temps, voilà, on s'empêche pas de l'embêter un petit peu, hein, de pointer quand il nous fait des petites filouteries, mais parce qu'on aime bien. Et donc, bah, notre ami Riber, il nous a sorti un peu aussi, malheureusement, et, sa classique un peu de fin de période estivale. Il nous a donné toutes les informations sur ses douleurs au genou, sur ses problèmes d'épaule, hein, qui sont des vrais problèmes, hein. Il avait quand même tendance à se disloquer l'épaule régulièrement. Sur un problème de dents de sagesse qui a évolué en inflammation, qui est allé créer des problèmes digestifs. Ces problèmes digestifs qui l'ont affaibli pour l'entraînement, notamment de ski de fond. Donc voilà, Rieber qui dit de lui-même qu'il n'est pas à 100%. Et d'un autre côté, on a des sons de cloche d'entraînement qui ont pu être vus avec lui, avec avec un niveau de saut qui serait toujours exceptionnel. Donc voilà, on s'attend à avoir un Rieber. En tout cas, si je devais parier ma maison, je dirais Rieber en forme à Ruka. Mais n'empêche, il n'a pas eu une préparation idyllique, ce qui, pourquoi pas, ouvrirait peut-être la porte à d'autres. Alors, dans son équipe, les autres, l'année dernière, le deuxième Norvégien, il était quatrième mondial, c'était Jürgen Grabach. Alors, Grabach, il nous a fait un été catastrophique. Le pauvre, il s'est fait 3 fractures dans des chutes différentes, quoi. Coude, à l'avant-bras, à l'épaule. C'était mais dès le printemps. Finalement, c'était presque au bon moment, il a pu se reposer.
J'imagine qu'il aurait préféré passer son printemps à s'amuser. Je sais pas s'il a des enfants, mais à s'amuser en famille ou à s'amuser avec ses amis sur les pistes ou dans les forêts. Bon, voilà, il a eu ces fractures-là, mais en attendant, il revient très très fort à l'entraînement. Et il a participé à une Norges Cup qui s'est très bien passée. Et là, les dernières épreuves où il y a eu un championnat, un peu une sorte de championnat de Norvège de compact, avec un saut sur la neige à Lillehammer la semaine dernière et ce week-end à Beitostølen, les skis de fond, c'était lui le meilleur Norvégien. Rieber était absent, mais donc c'était lui le meilleur Norvégien. Sachant que notre ami Grabak et mon binôme Will sera en deuil, c'est sa dernière saison, il a annoncé qu'il n'ira pas plus loin que Trondheim, les championnats du monde à domicile. Voilà, il ne va pas faire de saison olympique de plus. Il dit que des titres olympiques, il en a déjà 4 et que il faut laisser, vu le peu de quotas qu'il y a en combiné nordique, qu'il laisserait la place aux plus méritants et que donc il arrêtera à la fin de la saison 2024-2025 qui débute. Le troisième larron norvégien, c'est Jens Lora Softebro, une victoire l'année dernière au début de saison, et puis après un manque de régularité, hein, comme la saison encore d'avant. Cette année, il est premier saut sur neige, il tombe. Il y a eu des grosses craintes, finalement, il est pas blessé, il sera au cas, on verra ce que ça donne quand il est au top de sa forme. C'est un redoutable combiné. Mais il peut faire aussi des trous en saut et bah, quand on fait un trou en saut dans le combiné actuel, même si on est très bon sur les skis, ça permet pas de jouer les podiums. Un nom qu'on pourrait relever pour compléter l'équipe norvégienne, des noms à observer, c'est Sébastien Osvold, donc qui est le frère du Osvold qu'on voit en Coupe du Monde de saut. Et il est jeune, hein, il a que 22 ans et en fait il est en pleine progression. C'est un très très bon sauteur. Il a par exemple été fait des top 5 en FIS Cup à haute épée de saut spécial. Et il a très très bien sauté ces derniers temps. Très très bien sauté à l'entraînement, notamment donc à Lillehammer. Et il est allé faire une belle place à l'épreuve de Beitostølen, donc qui servait de répétition générale pour les Norvégiens. Donc voilà, le petit pari de la saison peut-être d'un nouveau venu en la personne de Østfold, la troisième grande nation du combiné nordique. Chez les hommes, c'est l'Allemagne, qui a autant de quotas que les autres, 6 plus 1 avec son médaillé des juniors Ricard Sprenzelt. Bon, l'Allemagne, hein, c'était le grand malade de la saison dernière. Surtout avec un niveau de saut qui était bah, proche du catastrophique selon les critères hein, qu'on peut attendre d'eux après des saisons et des saisons de domination générale et d'avoir eu des athlètes qui ont joué tout devant pendant des années et des années. L'année dernière, le meilleur Allemand de la Coupe du Monde, c'était Manuel Feist à la septième place. Deux podiums, hein, ça sauvait un peu presque la saison allemande avec ces deux podiums, donc c'est dire à quel point c'était pauvre. Si je me trompe pas, ils sont pas nombreux à avoir fait des podiums. Ritzek a fait un enchaînement de quatrième, cinquième, sixième place. Geiger a fait deux quatrième places, mais sinon il était loin. Je crois qu'on a David Marr qui avait fait un podium à Hautepé, voilà. Mais donc trois podiums pour l'Allemagne, trois troisième places, c'était bien bien insuffisant. Donc il y a eu du changement. Il y a Heinz Coutin qui est parti. Il a rejoint l'équipe féminine de saut spécial avec le succès qu'on sait quand on a vu les résultats du week-end passé. Eric Frenzel devient main coach, la coach principale, et il est accompagné de Kai Bracht. Et donc, bah, on sait que voilà, il y a un gros travail qui a été fait pour retrouver le niveau en saut. On peut voir que Jonas Kitzek, par exemple, a été phénoménal au Grand Prix d'été. C'est lui qui gagnait les épreuves de saut. Donc, si on nous avait dit ça il y a 4-5 ans, on aurait un peu rigolé, hein, parce que Ritzek, c'était le gros fondeur. Un combiné complet, évidemment, mais quand même plutôt porté fondeur. Voilà, s'il nous fait ce qu'il a fait cet été, notamment à Chauneuf au Grand Prix d'été, ça va être intéressant. Ça peut venir titiller un peu les autres, parce que lui, en ski, on lui fait pas. Bon, voilà, évidemment, il manquait du monde hein, quand même au Grand Prix d'été, notamment Rieber, mais c'était pas rien ce qu'il a réalisé.
Manuel Face, c'est un petit peu le sauteur et combiné discret, toujours là. Il fait même encore cinquième du Grand Prix d'été, mais qui va penser à le citer comme ça? C'est vraiment difficile. Enfin, c'est pas il fait quand même deuxième à Chauneuf, par exemple. Et pourtant, il marque pas les esprits. Voilà, il est pas impactant, mais c'était le meilleur Allemand de la saison dernière, donc à surveiller. Finalement, la grosse progression de ces derniers temps, c'est David Marr, l'édenté David Marr, qui a été la révélation de la deuxième moitié de saison dernière et qui a fait un super Grand Prix d'été, troisième et quatrième des deux épreuves auxquelles il a pris part. Beaucoup de niveau sur le tremplin et puis la capacité après à se battre sur le fond. Donc, si on devait aussi avoir un Allemand très fort, pourquoi pas un nouveau David Marr qui vient un peu embêter les autres. Les autres Allemands, Vincent Geiger, quel sera son niveau de saut, hein? C'était je crois que c'était lui le meilleur fondeur de la saison dernière, mais il partait de beaucoup trop loin. Et au mieux, il pouvait raccrocher un groupe entre la huitième et la quatrième place, mais il n'a jamais réussi à jouer le podium sur une saison complète. Ça doit être d'ailleurs assez déprimant. Julian Schmid, pardon, c'est un peu pareil. Euh, voilà, d'après ce qu'on a pu voir, est-ce qu'il aurait vraiment progressé en saut cet été? Ça sautait pas aux yeux, hein. Il n'a pas fait un Grand Prix d'été très bon, donc à voir. Donc l'Allemagne, un peu la saison de la rédemption, point d'interrogation, même s'il y a des motifs d'espoir avec ce qu'on a vu cet été. Avant de passer sur les autres nations, il y a un combiné solitaire, on va dire, dans son pays, et qui sera peut-être un des très grands noms de la saison, c'est Christian Ilves. Donc, la saison dernière, il fait un week-end fantastique, et surtout, il était dans les trois meilleurs du monde sur le dernier mois de compétition. Il a enchaîné avec un très beau Grand Prix d'été également. Il était à présent deux fois, il fait troisième et deuxième. Cette, il s'entraîne avec l'équipe de Norvège, hein, et il les embête bien, les Norvégiens. Par exemple, à Beitostølen, sur leur épreuve norvégienne, bah, c'est lui le premier, donc il n'est pas champion de Norvège parce qu'il est estonien, mais c'est, il a battu Grabak, il a battu Oftebro, il a battu Oswald. Donc, est-ce qu'il va titiller Rieber? Est-ce qu'il aura la malédiction du casque ailé, qui est une fausse malédiction, je peux le dire, hein, mais qui aime bien occuper notre ami Will? On verra. C'est sûr. Mais en tout cas, Ilves, cinquième de la saison dernière, et peut jouer le podium cette saison. Ça peut être un pari assez payant. Si on poursuit, bah, on va forcément arriver maintenant à l'équipe de France. Donc l'équipe de France qui a maintenant 6 quotas en Coupe du Monde. Euh, Après s'être battue pendant longtemps avec seulement 4 quotas, une période où il y avait beaucoup de combinés en pleine forme. Là, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. La saison dernière, on se rappelle que c'était plus dur dès le début de saison, au tremplin notamment, avec le premier Français qui était Matteo Bo qui s'est battu toute la saison pour terminer à la 19e place. À une saison aussi que Laurent Mulet-Thaler avait arrêté des Eiffel, donc quasi à mi-saison. Donc voilà, vraiment une saison compliquée. Antoine Gérard a pris sa retraite. C'était c'était la saison dernière et maintenant on se projette sur cette nouvelle saison. Donc on espère les Français en grande forme et surtout ils nous ont envoyé du rêve, hein, cet été parce que Laurent Mulet tout à l'heure a tout simplement remporté le Grand Prix d'été. Donc, c'était lui qui avait participé à toutes les épreuves pour être classé et donc c'est lui qui a été titré devant Matteo Bo. Alors voilà, ça doit pas cacher que il y avait Ritzek sur deux épreuves qui a été plus fort que Laurent Mulet tout à l'heure. Donc il faut pas non plus être fermer les yeux. Mais voilà, l'été était bon pour les Français. Matteo Bo, cet été, il manquait un petit peu sur le saut, mais il avait un niveau de fond phénoménal. C'est que l'automne a été consacré à travailler, 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 travailler. Donc il y a, il y a, il y a vraiment pour nous une hâte de voir ce que ça va donner sur le tremplin de Rouca. Le tremplin de Rouca, il pardonne pas, hein.
tremplin de Ruka, si vous êtes bien en saut, ça se voit, mais si vous êtes mal, ça se voit aussi. Donc on en saura beaucoup plus dès vendredi, peut-être même dès jeudi avec le Pocket Jump. Laurent Mullet, tout à l'heure, il s'est cassé des côtes, je pense que c'était au mois de septembre, mais il est de retour à l'entraînement. Il a quand même dû adapter son entraînement à une partie de l'automne, mais il sera là, et bien là. Le troisième qui a été sélectionné par le staff, c'est Marco Hainis. Donc Marco Hainis qui fait un bon Grand Prix d'été. Il s'est battu aussi, on l'a vu se battre comme un fou sur les skis-roux, notamment à Chonève, là, où il a pris la 17e place. On se rappelle qu'il y a un an, Marco Hainis, il faisait son meilleur résultat, je crois de tête une 18e place à Ruka, donc sur ce tremplin où si on saute bien et qu'on se bat en ski de fond, euh, ça peut permettre d'avoir des bons résultats. Et puis le quatrième sélectionné, c'est Edgar Vallet, qu'on n'a pas beaucoup vu en Coupe du Monde ces dernières saisons, mais il a déjà marqué des points en 2019 à Chonard. Il était vice-champion du monde junior également il y a quelques années avec une belle équipe de France, hein. À l'époque, il était accompagné de Matteo Beau, Gaël Blondeau et Maël Tirode. Donc c'était la relève dans ce championnat du monde junior de 2020. Et Edgar, voilà, il a fait un beau Grand Prix d'été. Il était à chaque fois dans les points et vraiment bien dans les points. Et ça s'est conclu par une 11e place à Chonef. Donc s'il a été sélectionné, il y a les résultats et je pense que aussi le niveau d'entraînement à l'entraînement ces dernières semaines qui l'emmène faire le quatrième français de Coupe du Monde. Donc le staff a choisi de ne pas emmener à remplir le quota finalement. On sait que Maël Tirode est blessé, il s'est fait le ligament croisé au printemps, donc lui, il ne sera pas présent tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire que le staff a décidé de ne pas emmener dans l'équipe B Gaël Blondeau, Tom Rochat, Lilian Tréant, Lubin Martin, voilà, c'est euh, Lilian et Lubin, ils sont encore juniors, donc ils vont sans doute être inscrits sur les FEDA, ça c'est sûr, certainement, et puis peut-être même les COC. Voilà, on laisse le staff décider pour les Coupes du Monde. On verra aussi ce qui se passe après le week-end de Ruka. Est-ce qu'il y aura plus de monde à Lillehammer? On verra. Les autres pays dont on peut parler rapidement, c'est la Finlande. Alors la Finlande, c'est souvent deux têtes, hein. Eero Hirvonen, Ilkka Irola, des combinés qui sont irréguliers au possible. Sur un week-end, Erola, il peut être dans les trois meilleurs sauteurs, et puis sur un week-end, il peut être dans les trois meilleurs fondeurs. C'est rarement les deux en même temps, donc dur à lire, et Hirvonen, c'est un peu la même chose, hein. Donc bon, voilà, on a vu cet été Erola sauter très bien et en même temps avoir pas mal de malchance à Chauneuf. C'est une fédération qui manque d'argent aussi, on sait les problèmes, donc voilà. Pourtant, c'est des combinés qui sont quand même très solides, hein, et qui sont dans les meilleurs mondiaux. L'année dernière, Eero Hirvonen, il est top 10 mondial, hein, et Ilkka Irola 13e. Donc il faut absolument pas les sous-estimer. Ils sont quand même dans l'élite de la Coupe du Monde. Un pays qui a eu du mal la saison dernière, c'est le Japon. Euh, voilà, Akito Watabe, il fait son âge maintenant. Yoshito, il a jamais été extrêmement performant. Watabe, il n'y a jamais pas de raison qu'il le devienne maintenant. Ils avaient un Ryota Yamamoto qui pouvait jouer les podiums il y a 2 saisons, par exemple, à Ruka. Ryota Yamamoto, il faudrait qu'il retrouve son niveau de saut qu'il a pu avoir, il y a 2 saisons. Il était d'ailleurs meilleur sauteur de la saison, là. C'était lui qui avait ce dossard-là. Pour rejouer les top 5, peut-être les top 10. Mais c'est sûr que sans un niveau de saut, on va dire pour lui, il faut qu'il soit exceptionnel. Ça sera dur de jouer devant. Alors, il a été très bon au championnat du Japon de saut spécial. Donc, on verra ce que ça peut donner. Mais voilà, le Japon, c'est un pays, un des grands pays. Ils ont encore six quotas, hein, un des grands pays de combiné, mais qui a marqué le coup l'année dernière. Akito Watabe était 22e mondial. Je regarde sa fiche de stats, il avait quand même fait un top 10. Ouais, voilà, deux top 10. Il était toujours dans les points. Il a fait 5-6 top 15, hein. C'était pas du tout catastrophique. C'est juste qu'on a eu tellement l'habitude de le voir jouer la victoire, les podiums tous les week-ends que ça marque un net recul.
Dans les autres nations restantes, il y a les États-Unis, hein, qui avaient fait une belle progression la saison dernière avec Benjamin Loomis, Niklas Malaczynski, ou Stephen Schumann. Voilà, on va continuer à regarder, espérons toutefois que les Français continueront à pouvoir jouer devant eux. Les Italiens, ils ont changé de coach. Il y a Samuel Costa qui a arrêté. Raphaël Buzzi était bon cet été, notamment en ski de fond. Euh, Qu'est-ce que ça peut donner un Jacopo Bortolas qui était sur le podium junior il y a quelques saisons? Voilà, c'est les petites interrogations. Et on finit avec les amis de Will, les amis de mon cher binôme de Tsi, qui sont les Slovènes Vit Vronic et puis le Tchèque Konvalinka, avec qui il a eu des bonnes discussions, si vous aviez pu voir sur les réseaux sociaux de Tsi leurs petites interviews. Euh, Maintenant, on va voir ce que ça donne. Konvalinka, il sort de junior. C'est un jeune prometteur, mais est-ce qu'il ira jouer dans le top mondial? C'est quand même pas certain du tout. Un Vit Vronic, voilà, c'est quelqu'un qu'on voit depuis quelques années, le Slovène. Il a dû changer de ski hein, avec l'arrêt de Flügge, il est passé chez Slatna. Est-ce que ça l'aura déstabilisé? Est-ce qu'ils seront un peu quand même au moins jouer à les top 30? Voilà, c'est ce dont le combiné a besoin. Rappelons que le combiné est un peu sur la sellette des Jeux Olympiques. Ils sont au programme olympique de 2026, mais avec en plus des effectifs réduits, on aura forcément l'occasion d'en reparler. Il faut convaincre le CIO de rester pour les Jeux Olympiques 2030 en France. Alors, est-ce que le fait que ça soit en France, c'est une chance pour le combiné? Espérons, c'est quand même la France, un pays de combiné. La dernière fois qu'il y a eu les Jeux d'hiver en France, il y a eu le fameux doublé Fabrice Guy, Sylvain Guillaume, avec un Michel Barnier à la houlette, même si normalement les politiques n'ont pas d'influence dans le choix du programme. Voilà, le sport, c'est aussi du lobbying. Impossible de savoir, hein, franchement, là, c'est une boule de cristal, mais la seule chose qu'on peut dire, c'est le plus il y aura de nations performantes différentes, le moins le combiné sera en danger, quoi. Si on a Rieber devant Rettenegger et Ritzek tout le week-end, tous les week-ends de l'hiver, qu'on a que ces trois nations qui jouent les podiums, et ben ça va pas stimuler plus. Voilà, si on a un Ilves, ok, c'est une nation différente, même s'ils s'entraînent avec la Norvège. Évidemment, si on a les Français, si on a des Finlandais qui viennent les embêter, si les Japonais sont capables de ressortir des combinés qui vont sur le podium, ça peut être que positif pour le combiné. D'ailleurs, je pense que la règle des quotas, là, parce qu'ils sont clairement élargis, c'est fait pour ramener du monde. C'est des quotas aussi larges, quoi. 6 quotas pour la France, 6 quotas la Finlande, le Japon, ils vont pas les remplir. Ça veut juste dire que la fédération, elle veut faire venir du monde à sa Coupe du Monde. C'est presque un peu désespéré pour allez, venez à la Coupe du Monde, prenez de l'expérience, montez en niveau et venez embêter les trois grosses nations devant. C'est un peu ça le message implicite de ces quotas élargis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Coupe du Monde masculine qui va débuter. Il y aura une coupe continentale, hein, comme d'habitude, en parallèle un peu de la Coupe du Monde, des étapes classiques, Ruka, le week-end, enfin dans 2 semaines, Klingenthal, Eisenerz, Schonach, où j'aurai normalement la chance de pouvoir être présent, Lillehammer et Larty. Donc, des championnats du monde junior commencent au spécial qui seront à Lake Placid courant février. Donc une saison bien complète de combinés. On va pouvoir passer aux féminines. Et donc le combiné pour les femmes qui continue d'étoffer son calendrier de saison en saison. Donc cette saison, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 week-ends, plus les championnats du monde. Une saison qui va pas commencer à Ruka, toujours pas, qui va commencer à Lillehammer le week-end du 6 et du 7 avec un Gundersen et un compact. Il y aura la pause comme chez les hommes et le week-end de Ramsau. Donc les week-ends des femmes sont toujours communs avec les hommes en fait. C'est un peu à peu près simple si on voit les compétitions des hommes sur petit tremplin. Ça veut dire qu'il y a les femmes. C'est comme ça que la FISE fonctionne actuellement. Donc Lillehammer, Ramsau avec Mastart Compact.
la grosse pause pour arriver jusqu'à Schonard avec Gundersen Compact, le triple de Zefeld, même format que chez les hommes, le triple week-end, enfin du coup les trois épreuves d'OTP, les championnats du monde, et donc seulement sur petit tremplin. Et le week-end final à Oslo, et là c'est une grande première, il y aura les épreuves sur le tremplin d'Holmenkollen, donc le HS 134, ce seront les premières épreuves sur grand tremplin en hiver, sachant que du coup les femmes ont sauté sur le grand tremplin, le Schattenberg-Schanze d'Oberstdorf cet été, et sur le tremplin de la Côte Feuillée de Chaux-Neuve, qui est aussi un grand tremplin, euh, avec son HS 118. Donc, ça sera la première en mode hivernal pour les femmes sur les grands tremplins. Après les quelques années à avoir 2 années avec des sauts le jeudi sur le Midtsohnbacken, au moins là, ce sera une vraie belle finale. Et d'ailleurs, ce sera samedi et dimanche avec un Gundersen et un compact. Donc, si on fait le point, en fait, on a trois mass start et donc mass start qui favorise en général plutôt les sauteuses. Et on a une, deux, trois, quatre, cinq, six épreuves de compact pour un, 2, 3, 4, 5 et seulement 5 Gundersen, qui est quand même le format habituel et historique du combiné. Donc 6 compacts. Autant vous dire que il n'y a pas trop de suspense sur la grande favorite de la saison. La grande favorite de la saison, qui est tout simplement celle qui a gagné le Globe la saison dernière, qui est Ida Marie Hagen. Vous l'aviez évidemment parce que vous suivez le combiné féminin avec assiduité et vous avez bien raison parce que ça se développe et ça devient de plus en plus intéressant à regarder. Même si c'est vrai, la saison dernière, notre amie Ida Mariagan, après avoir poussivement démarré par des deuxièmes places, elle a laissé aucune chance tout le reste de la saison, et puis c'est du 100% hein, sur les compacts. Et pourtant, l'année dernière, il n'y en avait que 3. Voilà, elle a progressé en saut hein, entre la saison 2022-2023 et la 2023-2024. Elle était en gros à peu près dans les top 3 du saut à chaque fois. Et elle a un niveau de ski de fond qui est complètement phénoménal, hein. Voilà, elle a un niveau technique en fait. Elle a une technique de ski de fond qui fait que bah, elle écrase tout le monde tout simplement, hein. Il faut une bonne minute d'avance sur 5 kilomètres pour pouvoir espérer battre Ida Marie-Egan. Donc qui va espérer battre Ida Marie-Egan cette saison? Alors on peut regarder ses coéquipières norvégiennes. La tenante, enfin du coup du globe précédent, Gida Vesvolansen, qui avait fait pourtant un début de saison phénoménal et qui avait marqué le pas ensuite. Voilà, elle est très forte en saut, hein, Guida Westphal-Nansen, on le sait. Par exemple, cet été, elle a fait les ICOC de Trondheim, donc si vous nous avez écouté, c'était les coupes continentales féminines qui avaient le niveau Coupe du Monde, tout le monde était là, et elle a fait 2 fois 12e. Et elle aurait pu même être dans le top 10 les 2 fois en posant des beaux télémarques. Donc, et en saut spécial, l'absence de télémarque est un peu plus pénalisante qu'en combiné, on va dire. Donc voilà, un niveau de saut très très fort. Et il lui faudra ça parce que derrière, il faudra résister à Itamar Yagan. S'il y en a bien une qui peut résister, enfin en tout cas en partant suffisamment avec d'avance, ça peut être elle. Si on veut un petit peu d'excitation d'un autre pays, ben, il faut regarder des combinés qui seraient capables d'être bonnes en saut et bonnes en ski de fond. Alors on a une Nathalie Armbruster, ski de fond, très forte en ski de fond, c'est bon, il n'y a plus de doute, on l'a encore vu cet été, on l'a vu la saison dernière. Par contre, euh, son niveau de saut marque un peu le pas après sa première saison phénoménale. On sait, hein, elle l'a dit en interview et elle l'a déjà expliqué, elle poursuit ses études, enfin, elle est encore lycéenne, hein, tout simplement. Donc elle a encore une saison un peu particulière avant d'être 100% consacrée au combiné, donc c'est peut-être ce qui lui manque encore un petit peu. Mais voilà, une fois qu'elle part trop trop loin de la victoire, si elle fait un bon saut, elle est candidate au podium tous les week-ends. On peut espérer voir Yeni Novak, hein, qui a remporté le Grand Prix d'été, qui a gagné 2 épreuves, qui a été sur le podium des 4 épreuves. C'est une combinée complète, alors elle n'est pas flamboyante sur les skis de fond, mais elle sait globalement bien résister. On peut penser aussi à une combinée qui a été absente quasiment toute la saison dernière, mais qui a fait 2 Grands Prix d'été consécutifs très très bons. C'est
Emma Volavček, la Slovène, capable, elle, peut-être d'embêter un peu les autres. On verra. En tout cas, elle semble arriver en bonne santé à la Coupe du Monde. C'était pas le cas l'année dernière. Elle s'était blessée. Elle avait été très très bonne au Grand Prix d'été. Elle s'était blessée juste avant la saison hivernale. Voilà, ça fait partie des noms à regarder. Emma Volavček, la Slovène. Il y a évidemment les Japonaises, les jumelles Kasai, abonnées aux quatrième place à Haruka la saison dernière. Euh, Est-ce que ça donnera cette saison? Et ben, on verra. L'année dernière, c'était quand même une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 5, quatrième place en 15 épreuves. C'était une régularité incroyable, mais à une place un peu frustrante. Elle avait évidemment fini la saison à la quatrième place. Dans les noms à regarder avant de parler de Lena Broca, il y a Minja Koronen, la très jeune finlandaise qui fait un super début de saison l'année dernière. Elle va quand même sur le podium et puis après elle s'absente pour préparer les Jeux Olympiques de la jeunesse qu'elle a gagné et les championnats du monde junior, si je me trompe pas, qu'elle a gagné aussi. Et elle revient en Coupe du Monde à la fin, peut-être un peu émoussée, mais là, si elle fait une saison complète de Coupe du Monde, elle sera elle sera dans les combinés à battre, hein. Cet été au Grand Prix d'été, elle fait 5-3-5 dans trois épreuves. Donc à, euh, à suivre, à suivre. Pour les Françaises, la tête d'affiche, ce sera encore Lena Broca. Elle est, euh, elle est la Française de l'équipe de France A de combiné nordique. Donc elle a fait un bel été, un quatrième du Grand Prix d'été, avec notamment une quatrième place, la dernière épreuve de Chaux-Neuve. Quatrième place, c'est sa meilleure place la saison dernière sur le long 8 kilomètres de Chonard. Une saison qu'elle avait terminée à la huitième place mondiale. Donc voilà, Lena, elle avait, si on se souvient bien, eu quand même pas mal de malchance en début de saison. Après, elle était voilà, très régulière autour de la huitième place. Dixième place comme plus mauvaise place un peu. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elle ait encore monté un petit peu les curseurs en continuant à s'entraîner, augmenter un peu le niveau de saut et puis la régularité, et puis en fond, donner tout ce qui est possible pour accrocher les grosses fondeuses qu'il y aura autour d'elle. Voilà, ce qu'on peut souhaiter à Lena pour cette saison, c'est accrocher son premier podium. Il y aura quand même pas mal d'ouvertures avec les différents formats, même si peut-être les compacts, c'est difficile parce que ça nivelle un peu le niveau. Mais avec les mass start, avec les Gunderson, il y a peut-être, puis on sait jamais, même peut-être un compact quand même. Il y a il y a des belles choses à aller chercher cet hiver pour Lena. D'autres Françaises qu'on pourra voir en Coupe du Monde, ce sont Romane Beau, donc, qui est née en 2006, et Marion Drose-Vincent, qui est née en 2008. Elles ont participé au Grand Prix d'été à Chaux-Neuve. Voilà, on ne sait pas, elles sont encore juniors, hein. Est-ce qu'on les verra en Coupe du Monde régulièrement? On sait que à Trondheim, il y a un team mixte, donc il faudra deux femmes inscrites euh, pour participer. Donc est-ce qu'il y aura... On peut penser qu'une des deux sera, si tout va bien, Lena Brocard. Est-ce que elles seront trois à aller au championnat du monde? Est-ce que le staff en sélectionnera seulement une deuxième sur la base des épreuves précédentes? Voilà, ça sera les choses à suivre pour cette saison, qui pour participer au team mix de Trondheim. Et donc, forcément, ça se jouera dans les 2 mois qui précèdent les épreuves qu'on va commencer à suivre. Voilà pour cette présentation de la saison 2024-2025 de combiné. Peut-être un petit mot sur les règlements. Ça suit les règlements des sauteurs spécial, pardon. Donc, on aura l'occasion d'en parler justement là dans les débriefs de Lillehammer, notamment des évolutions réglementaires. On en a parlé en présentation, donc pas la peine d'en rajouter. Donc, on a surtout très très hâte. Il y a de la neige à Rouka. Les Français se sont envolés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce lundi pour commencer à se préparer pour ce week-end inaugural. Donc, on récapitule, les hommes, on les retrouve à Rouka pour 3 épreuves le week-end, ce dernier week-end de novembre, et le week-end suivant, hommes et femmes à Lillehammer. Tout le monde aura ainsi débuté sa saison. Merci d'avoir écouté jusqu'ici cet épisode, et puis bah, restez connectés à Tsi sur les réseaux sociaux pour
des petites informations, des petits partages d'humeur. Et puis très rapidement, dans le prochain épisode, le débrief de Lillehammer, on a 1 million de choses à dire sur ce premier week-end de saut à ski. Voilà, à bientôt.